Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique. Bonjour, bonsoir. Réflexion politique, votre plateau qui permet d'avoir un débat franc, pousser une réflexion dans le but d'éclairer la lanterne des citoyens, apporter des réponses aux questions que nous nous posons le plus que possible. Le contexte de crise que traverse le Mali depuis des années, évidemment, affecte sur plusieurs plans, tant économiques, sécuritaires, bien d'autres, et surtout en ce moment marqué par un regain de violence constaté. Il s'agira, téléspectateurs de Mandé TV, pour cette réflexion du jour, de nous poser les questions. Quel effet sur la santé mentale des populations et comment préserver notre santé mentale? D'où notre réflexion du jour, santé mentale des populations en période de crise sécuritaire. Pour pousser la réflexion, nous avons des invités. Notre premier invité est Dr Ibrahim Aïdara. Il est psychologue, promoteur du cabinet Psy2A. Bonjour, monsieur Aïdara. Bonjour, madame. Docteur Aïdara, plutôt. Oui, aussi monsieur. Hein? Docteur, oui, effectivement. Bonjour. Merci pour l'invitation et c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé, oui, plaisir partagé. Téléspectateurs de Mandé TV, notre deuxième invité est monsieur Bourama Sangaré. Il est psychologue et assistant du chef DR, département psychologie à l'université de Kabbalah. Monsieur Sangaré, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci madame. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Okay. Téléspectateurs de Mandé TV, comme j'avais dit à l'entame de mes propos, le Mali traverse depuis pas mal d'années maintenant, surtout depuis 2012, on traverse une crise. Il y a beaucoup de facteurs qui affectent énormément les populations, sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan social. Mais il y a un plan sur lequel on n'aborde pas très souvent les discussions. Le sujet, on le met très souvent dans le cadre médical. Bien vrai qu'il est dans un cadre médical, mais aujourd'hui, pour ce plateau à Mandé TV, on s'est dit, il serait intéressant de se demander quel impact sur la santé mentale des populations. Mais avant cela, c'est quoi la santé mentale? Quelle est sa définition? Alors, merci bien encore une fois de m'avoir invité et effectivement, notre présence sur le plateau, ça permet de contribuer à l'éclaircissement de certaines lanternes, pour ne pas dire que tout le monde doit comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. La santé mentale, c'est un sujet qui est très peu connu au Mali, de par, je dirais, la discipline qui est assez récente en Afrique et surtout au Mali. Il y a le mot santé et dans le mot santé il y a le mental, c'est-à-dire que là on ne parle pas d'organisme qu'on va opérer, hein, mais c'est plutôt la tête. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit et qu'est-ce qui se passe chez les individus, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vieux. Comment les gens se sentent dans leur peau, hein. On dit toujours avoir un bon corps, un bon esprit dans un bon corps. Il faut que les gens arrivent maintenant à penser à eux-mêmes, à leur bien-être. Hein. C'est un terme qui commence à être assez connu. Donc le bien-être qui est contraire au mal-être. Hein. Donc quand on voit bien l'expression, quelqu'un qui est bien, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête. Et donc du coup, il se sent bien. Et donc la santé mentale est très très importante pour tout citoyen. Et il n'y a pas question de catégorie favorisée ou pas. On va penser que les personnes qui sont aisées financièrement, ils sont bien dans leur peau. Au contraire, dirais-je, et que les personnes qui ne sont pas assez bien loties ne se sentent pas bien. Donc la santé mentale, ça touche tout le monde. C'est le mental de tout individu, de toute catégorie socio-professionnelle. D'accord. Monsieur Sangaré, à rajouter à cela aussi, on a pu comprendre que la santé mentale fait aussi appel à nos émotions. Et surtout par le contexte qu'il y a, les populations, les émotions, on peut dire qu'on est vraiment dans un bouleversement. Oui. Merci madame de nous avoir donné la parole et de nous avoir invités ici sur ces plateaux présents. Par rapport à la santé mentale, il est important de savoir que la santé mentale déjà fait partie des trépieds de la santé, aussi bien que la santé physique et la santé sociale. De façon globale, la santé concerne les droits fondamentaux de tout être humain. Sans santé, il n'y a rien. Surtout le volet mental,
parlant de la santé mentale, c'est surtout, le professeur l'a dit, l'attitude du psychisme humain à fonctionner de façon harmonieuse pour faire face aux situations difficiles et aux tensions normales de la vie. Et c'est là on se pose la question, effectivement, de quoi s'agit-il si nous parlons d'une personne en bonne santé mentale? C'est une personne qui est capable, malgré les situations difficiles, de tenir debout. C'est une personne qui est socialement bien insérée dans sa famille, bien insérée dans sa communauté et qui est capable de résister, de faire résistance aux situations et aux conflits internes qu'il fait face dans sa vie. D'accord, mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a quand même un bouleversement dans nos habitudes. Hein. On n'est plus à cette époque où en Afrique, on avait des activités assez fixes. On va au champ, on revient. Aujourd'hui, notre quotidien, notre travail, notre vie très accélérée aujourd'hui fait qu'on sollicite énormément notre santé mentale. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, ce taux de stress, trop d'émotions qu'on encaisse au quotidien? Vous savez, on a toujours l'impression de croire ou on a toujours pensé que les Africains sont robustes, pas seulement physiquement, mais mentalement, qui supportent tout. Alors que c'est faux. De nos jours, on se rend compte que chaque citoyen peut être confronté à des difficultés qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à surmonter. Et au lieu d'aller vers l'autre, ce qui existait il y a quelques décennies de cela, on allait facilement vers l'autre, c'est-à-dire son voisin, son père, sa mère, un ami, où on allait vider le sac. Et ça ne se fait plus, alors qu'on est tous dans une allure perpétuelle. On fonce, on va trop vite, on veut aller tous très loin. Et du coup, c'est un stress permanent qui nous anime. Et du coup, on n'arrive plus à gérer nos émotions positives comme négatives. Hein, parce que les émotions positives, elles sont là, mais je me demande si on arrive vraiment à profiter des émotions positives. Et par contre, les émotions négatives, c'est tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous met dans un état psychologique, on n'arrive plus à se montrer faible. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité psychologique qui nous anime quand on est confronté à certains obstacles de la vie et on a l'impression de ne plus savoir faire face à cela. Et on a peur d'aller vers les autres, on a peur d'aller se confier parce que justement la société s'est métamorphosée, les gens n'ont plus confiance comme avant, on n'a plus ces repères sociaux, ces repères amicaux ou familiaux où on avait l'habitude d'aller chercher conseil, réconfort. Et donc du coup tout le monde cherche à surmonter par soi-même les difficultés alors qu'il y en a et tous les jours il y a des difficultés qui sont parfois insurmontables. Donc oui, la société va trop vite, il y a beaucoup d'événements, on travaille trop, on n'a rien à envier aux Occidentaux. Hein, voilà, on avait, comme vous le dites, hein, on allait au champ, on revenait, on allait au bureau, on revenait, mais les gens sont vraiment pris par le travail qui pèse beaucoup. À cela s'ajoute bien sûr le quotidien familial, parce que aussi les familles ne sont plus solides comme avant, les foyers ne sont plus solides, les enfants sont difficilement monopolisés ou en tout cas éduqués par les parents. Donc on est, je dirais, facilement débordé par le quotidien et ce qui fait que les gens sont très fragiles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on assiste à des événements dramatiques de plus en plus maintenant, des gens qui mettent fin à leur vie, donc qui se suicident. Alors on disait toujours, ça n'existe pas en Afrique, ça n'existe pas chez les musulmans, mais ça a toujours existé, mais d'une façon beaucoup plus discrète, parce qu'il y a des gens qui prenaient des comprimés, qui allaient se coucher et puis qui ne se réveillaient plus. Maintenant, on se met sur un pont de la capitale ou ailleurs, on va essayer de se scarifier quand on est adolescent. Ça montre le mal-être qu'il y a. Donc vraiment, on va trop vite. Il est temps qu'on lève un peu le pied, qu'on commence à profiter de la vie, profiter de tout ce qu'il y a autour de nous, les amis, les loisirs, la musique, les repas en famille, et avoir quelques loisirs pour pouvoir justement trouver vraiment une sorte d'énergie spirituelle qui va nous faire rebondir et aller plus loin dans la vie. D'accord, d'énergie spirituelle, mais quand on parle de spiritualité, c'est un mot qui revient très souvent en Afrique. Moi, je vais me retourner vers Dr Sankharé pour lui demander, est-ce qu'il y a une nette différence entre l'état mental, santé mentale des populations africaines et le reste du monde, par exemple? Quelle peut être cette différence-là? En ce qui concerne la santé mentale, elle est culturelle. Chaque culture a sa façon de comprendre la maladie. Chaque culture a sa façon de la traiter. Et les modes de vie
détermine la santé mentale. Le mode de vie n'est pas la même chose ici chez nous en Afrique qu'en Occident. Mais tout comme tu fais, quand on parle de la santé mentale, l'aspect le plus important, c'est la capacité d'adaptation de l'individu. On avait dit, c'est la capacité que l'individu a à faire face aux situations de la vie. Et qu'en est-il par rapport à cette capacité? Elle est différente non seulement d'une culture à une autre, mais elle est aussi différente d'une personne à une autre. La santé mentale en Afrique des Africains, comment elle est perçue, elle est déterminée, comment elle est vue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une forme de généralité Oui. Ou bien un aspect qui se retrouve au niveau de cette santé mentale en Afrique? Oui. Ce côté très positif, parce que partout on part, quand on voyage, on dit oui, les Africains sont très joyeux, sont facilement accessibles et tout. Oui, oui. Et cela peut être déterminé surtout à notre intégration sociale. C'est-à-dire en Afrique, généralement, particulièrement au Mali chez nous, les gens ne sont pas isolés. Ils ne sont pas seuls. Les gens ne sont pas seuls. On partage. Bien vrai que souvent, il y a des attitudes parce que de toutes les façons, qu'on soit malien ou africain, on est humain. Et on a un cerveau qui détermine nos comportements. On ne peut pas les forcer. Donc nous avons des bases biologiques qui déterminent nos émotions. Donc on ne peut pas échapper. Souvent, on a tendance à dire de patienter ou encore de tenir. On est homme, on est endurant. Et c'est souvent ce qui fait que chez nous, certains se taisent sur les émotions. Et finalement, ça peut aboutir à des maladies ou à une attaque au bien-être personnel. Sinon, en réalité, sur ce volet positif, le fait que nous partageons les choses, le fait qu'en cas d'événement négatif, les décès ou autres, personne n'a le problème d'être assisté chez nous. On partage. Mais souvent, on a tendance à dire à la personne de supporter, d'être endurant. Mais en réalité, le plus important sera aussi de faire apprendre à la personne comment être endurant. Les gens ne sont pas les mêmes. C'est souvent ce qui fait un peu de tort à notre façon d'aborder la notion de santé mentale. D'accord, c'est assez intéressant tout ça. Je me retourne vers vous, docteur Aïdara. Donc, en un mot, est-ce que cette phrase, elle est un petit peu trop prononcée? C'est pour dire que nos grands-parents, ils étaient un petit peu plus équilibrés et plus heureux plus solides mentalement. Moi, je dirais oui. D'accord. Je dirais vraiment oui parce qu'ils avaient un noyau dur de la famille. Ils avaient une hygiène beaucoup plus saine. On mangeait bien, on partageait beaucoup de choses en famille. Il y avait beaucoup de loisirs. Et dans la société moderne qui existe maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde dit qu'il n'a pas le temps. On entend très souvent cela. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Même pour des loisirs, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire comme les Occidentaux, mais on fait pire que les Occidentaux. Alors que les Occidentaux, ils s'imposent des temps de loisirs. Le week-end est sacré, les vacances sont sacrées en Occident. Ici, les gens disent que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas la peine d'aller prendre des vacances. J'ai des patients qui font des années sans, des salariés qui ont mis des années sans prendre de vacances, ce qui n'est pas du tout normal. Et parfois même, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme loisir, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme amis? J'ai un seul ami, ou voire même je n'ai pas d'amis. Je rencontre ça, j'entends ça surtout des patientes femmes qui disent « Ah non, non, moi je préfère ne pas m'associer à les femmes, on est méchantes entre nous. » Donc vous voyez comment la société s'est très vite métamorphosée, alors qu'avant, il y avait non seulement cette confiance, cette harmonie sociale, cette harmonie familiale, tout était partagé ensemble et il n'y avait pas autant d'ambition qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à avoir quelque chose, dès qu'on l'a, on pense à avoir autre chose. On ne s'arrête pas. C'est la même chose, les voitures, les téléphones. Le matériel a pris le dessus. Le matériel a pris le dessus et du coup, c'est l'humain qui va se cacher. C'est l'humain qui n'est plus accessible. Comme disait M. Sangaré, on est dans une société où on partage beaucoup de choses. Les obsèques en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. Il y a tout de suite, en moins de 20 minutes, un accoutrement de personnes qui vont venir dans la famille du défunt. Les gens vont passer la nuit, on va partager des repas, on va même partager une partie de sa maison chez les voisins. Tout ça pour pouvoir assister et accompagner la famille du défunt. Et vous allez voir que même dans les cérémonies d'enterrement, il y a énormément de monde. C'est très impressionnant de voir tout ce monde.
Tout ça, c'est pour soutenir la personne et quand même se montrer présent, même si les gens sont de plus en plus individuels ou n'ont pas tellement le temps. Donc nos grands-parents, oui, ils étaient plus solides, je pense, physiquement, ça c'est sûr. Parce qu'à 70 ans, ils étaient au champ, on ne les voyait pas avec des AVC, voilà, ces crises multiples, ces accidents neurologiques qui sont très très courants maintenant. Hein. Donc les gens n'avaient pas autant de problèmes de santé. Donc il y a la mauvaise hygiène alimentaire et aussi le repos. On ne se repose pas, on court, on travaille trop, on a trop d'ambition. Et donc aujourd'hui, les gens doivent essayer de comprendre que pour pouvoir faire face à cette multitude d'obstacles que l'on va rencontrer de jour en jour, d'année en année, au fil du temps, il faut qu'on arrive à se poser un peu, à manger plus sain, à partager des moments, à penser à la famille. Parce que la famille est vraiment sacrée et c'est le seul endroit où on peut trouver du réconfort avant d'aller chercher du réconfort ailleurs. D'accord. Est-ce que les curseurs qui déterminent la santé mentale évoluent, à ce que je comprends? Oui. Est-ce qu'elles changent? Quels sont les curseurs clés aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, en réalité, Dr Aïdara vient de toucher un aspect en réalité très important qui est en rapport surtout avec les événements de vie. Souvent, on s'oublie. On ne donne plus de temps au travail qu'à notre propre bien-être. Alors que le plus souvent possible, il faut se réserver quand même le temps de repos. On a l'habitude de dire également chez nous, on dit, le stress est notre ami, mais il peut être aussi notre ennemi. C'est surtout ces côtés-là, les événements stressants de la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. C'est ce qui détermine surtout notre santé mentale. Les conditions de vie socio-économiques défavorables. Ensuite, nous avons les échecs de la vie, nous avons les épreuves de la vie, les conflits sociaux. Surtout là où nous sommes les plus importants, la situation sécuritaire. Justement, en parlant de situation sécuritaire aujourd'hui, d'où notre thème d'aujourd'hui, hein, c'est assez important. Le Mali, l'Afrique fait face à beaucoup de difficultés et nous, ce qui nous intéresse pour cette réflexion d'aujourd'hui, c'est la santé mentale des populations, surtout avec le contexte actuel. Quelle observation avez-vous fait de ça? Aujourd'hui, si on doit faire une analyse, une observation par cette tranche de population avec le contexte actuel, vous ferez comment? Vous nous donnerez quoi, M. Sangaré? En rapport avec la situation sécuritaire aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de crise sécuritaire, il s'agit surtout d'une situation de panique générale à la suite d'un sentiment d'insécurité ou de peur de suivre des exactions. Alors, cela est un déterminant majeur de la santé mentale. Le plus souvent possible, les gens qui sont surtout exposés à ces situations n'ont pas d'autre choix que d'abandonner. Oui, ça j'ai compris. Je pense qu'on aura le temps de développer tout cela quand on va rentrer vraiment au niveau des chocs, des gros chocs que le Mali a pu vivre récemment. De manière générale, si vous devez faire une analyse des populations que vous voyez, que vous côtoyez, que vous observez pour vos recherches ou que vous... Dans vos consultations, vous ferez quoi comme analyse, docteur Aïdara? Alors, moi, je pense que la situation géopolitique dans la sous-région, et particulièrement au Mali, en est pour quelque chose. Hein. La santé mentale s'est beaucoup dégradée, dans le sens où les gens sont de moins en moins certains, pour ne pas dire ils sont incertains pour leur avenir. Parce qu'on a eu des moments de sanctions, par exemple, contre le Mali. Les gens voyaient leurs entreprises qui pouvaient fermer du jour au lendemain. Les affaires baissent. La crise économique est là. L'absence de compagnies aériennes pour pouvoir faire déplacer les hommes d'affaires et tout ça. Donc, on s'est rendu compte que cette situation géopolitique a impacté fortement le mental de la population, même le petit commerçant au marché et qui a vu tout de suite ses prix grimper, les denrées sont devenues de plus en plus rares. Donc, il y a eu cette incertitude qui est là, la peur de l'avenir qui a fait que le Malien lambda de nos jours
est de moins en moins confiant par rapport à l'avenir. On est de moins en moins confiant par rapport à ce qui va se passer en termes de sanctions, mais aussi en termes politiques. Est-ce que on aura un gouvernement légitime ou pas? Est-ce que le pays va connaître d'autres crises? Donc les gens ne sont pas tout à fait certains de leur avenir. Et donc du coup, ça va faire monter beaucoup plus d'adrénaline, beaucoup plus d'inquiétude chez les gens. Et si on s'amusait à faire une sorte de baromètre, on va se rendre compte que les gens sont beaucoup plus pessimistes aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. Parce que justement, quand un pays connaît plusieurs crises multidimensionnelles, ça engendre, ça génère beaucoup de conséquences très très difficiles pour le pays, pas seulement économiquement, mais pour les familles, parce que les gens ne sont plus en mesure de répondre à leurs besoins quotidiens. Et aussi, ils ont peur que le pays soit de nouveau déstabilisé. Et donc, il y a vraiment cette difficulté pour le citoyen lambda de pouvoir se retrouver bien dans sa peau. Donc, ce n'est pas seulement que les gens sont nés avec des problèmes psychologiques, des troubles psychologiques au départ, où ils ont une santé mentale fragile, c'est ce sentiment d'incertitude, d'inquiétude profonde qui existe depuis quelques années, en tout cas depuis au moins 3 ans, qui fait que les gens ne sont plus très bien. C'est pour ça que la question de sécurité doit être vraiment au centre du pays. On voit tout ce qui se passe au pays, tout le monde a envie de vouloir voyager. Il y a eu des attaques multiples, les bateaux à Tombouctou, il y a des gens... Les gens ont vraiment peur, que demain, il y a encore d'autres difficultés. Et c'est ça qui fait monter l'adrénaline et ça qui fait peur. Et donc, ces angoisses vont être multiples parce que les gens ne savent plus comment faire. D'accord. On a besoin. Oui, docteur Sangaré, monsieur Sangaré, oui. Ajouter à cela peut-être Effectivement, par rapport à cela, même de nos jours, on sait, on a bien remarqué au niveau de nos consultations, surtout aux besoins de santé mentale, c'est beaucoup accru. Les besoins, c'est beaucoup accru. Et seulement en concrètement, pour nos téléspectateurs qui veulent voir, s'il vous plaît, si vous pouvez même nous donner quelques chiffres. À me dire, par exemple, il y a 5 ans, il y a 2 ans, par mois, on avait 5 consultations. Aujourd'hui, on se retrouve avec 15, 20 de plus. C'est plus cette tranche-là que cette tranche. Effectivement, à notre passage au service de psychiatrie, nous avons... Du point G au service de psychiatrie. De Bamako. Des centres universitaires, Point G et Bamako, au service de psychiatrie. Nous avons également remarqué des cas, surtout de dépression, des cas de tentatives de suicide qui sont venus, surtout en provenance à la suite du contexte sécuritaire. Également au service de cardiologie, personnellement, on a reçu beaucoup de patients qui sont venus pour consultation, pour rendez-vous, pour hypertension, patients connus pour traitement hypertensif, mais qui sont également sur le produit hypertenseur. Mais malgré les chiffres tensionnels... Ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs? Oui. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont une élévation de pression artérielle. Ils sont connus comme hypertendus. Ils sont sous traitement dans les conditions normales avec les produits anti-hypertenseurs. La pression artérielle devrait être normalement contrôlée au bout d'un temps. Tout à fait. Mais il y avait de surcroît beaucoup de patients où on n'arrivait pas à contrôler la pression artérielle. Donc, à chaque fois qu'il y avait ces cas, le chef de service ou les médecins en consultation m'envoient les patients. Donc, on consulte. Vous allez voir réellement que c'est dû à un stress élevé ou à un état de panique que le patient vit par rapport à la situation sécuritaire. Donc, avec ces réalités au niveau clinique, alors nous nous interpellons en réalité. Donc, c'est un état, c'est un bouleversement général. Est-ce que ça c'est la situation que nous vivons depuis 2012 là jusque maintenant. Moi, j'ai aussi envie de... Est-ce que pendant la période de Covid, vous avez eu un pic aussi comme ça a été en Europe? Et effectivement, on a senti un pic. Mais comment cette gestion a été faite au niveau du Mali pendant cette période? Vous savez, la période de Covid, même si on n'a pas eu de gros soucis médicaux, entre guillemets, on a eu quand même beaucoup de problèmes avec des personnes qui se retrouvaient enfermés chez eux, qui ne peuvent plus aller au bureau, qui ne peuvent plus voyager. Parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent en voyageant. Et donc, il y a eu vraiment ce confinement qui empêchait, n'oublions pas le couvre-feu aussi qu'il y avait à l'époque. Donc, les gens se sont retrouvés tout de suite comme en prison. Ils sont limités dans leurs mouvements, ils sont même limités dans leurs pensées.
Et donc ça a impacté profondément les cadres. Moi, j'ai vu dans mes consultations les cadres qui se sont vus de plus en plus nerveux, avec des attitudes de comportement qui n'étaient pas du tout habituelles chez eux, la consommation d'alcool qui a monté, la consommation de drogue qui a commencé aussi chez certains cadres, et puis le repli sur soi. N'oublions pas, beaucoup se sont retrouvés aussi repliés sur eux-mêmes. Et malheureusement, quand ils sont à la maison cloîtrés chez eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, voire même qu'ils ne peuvent même plus sortir, il va y avoir des tensions aussi au sein des couples. C'est ce qu'on a observé aussi en Occident, où les gens se sont retrouvés maintenant en face de leurs enfants, en face de leur épouse ou de leur époux, et donc tout le monde chez soi, alors qu'on avait l'habitude de sortir de chez soi pour aller au travail. Et on s'est libéré un peu quand même de cet espace familial. Et donc le Covid a été vraiment... la maladie qui a causé beaucoup de dommages sur le plan psychologique. Mais on en a parlé très peu parce que justement, c'est pas très connu que ça. Les gens pensaient que ce n'est qu'en Occident. Mais là-bas, parce qu'il y avait des malades chroniques, des gens qui avaient le diabète, qui avaient de l'hypertension. Et donc, du coup, ça aggravait un peu les pathologies, contrairement à ici. Même si ici, on s'en est bien sorti. Et donc, la situation sécuritaire est vraiment un élément aggravant de l'état de stress d'une personne donnée. Quand on se dit, et moi j'ai eu beaucoup de patients par exemple, qui avaient l'habitude d'aller prendre un verre, de sortir parfois le soir, il y avait le couvre-feu, ou bien ils ont même peur d'aller dans des restaurants qui sont fréquentés par la haute classe ou les personnes assez aisées, voire les occidentaux. Les gens refusaient de sortir. Parce qu'ils ont peur, une sorte de psychose, exactement, qui s'est installée. Et jusqu'à présent, même si le Covid est un peu dompté, un peu maîtrisé, il y a des gens qui ont toujours peur de sortir parce que justement, ils ont peur des attentats, ils ont peur d'être attaqués par les bandits. Donc il y a cette psychose effectivement qui est là, qu'on doit essayer, nous les professionnels de la santé mentale, de remédier d'une façon ou d'une autre. Parce que effectivement, dans les consultations médicales classiques, plusieurs médecins nous ont orienté leurs patients après des examens médicaux. On trouve que pratiquement tout va bien. C'est-à-dire qu'on fait un bilan de santé, il n'y a pas d'anomalie. Mais on pense tout de suite à l'état psychologique qui justement démontre le mal-être, l'état de stress que la personne peut avoir. Et là, on parle des gens qui sont dans les grandes villes, qui ne sont pas des cibles. Mais quand on part vers le nord, vers les zones rouges, les zones de tension, il y a toujours ce qu'on appelle cet état de stress post-traumatique, des gens qui ont vécu des attentats répétés, qui ont échappé de justesse, voire même qui ont eu des proches qui sont tombés sur le coup des attaques des terroristes, et ils ne sont pas pris en charge, ou très peu sont pris en charge. Et même si on regarde sur le plan militaire, ces militaires qui vont au front, qui reviennent dans leur famille, alors qu'il faut un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus lointain pour pouvoir accompagner des gens qui sont allés quand même sur les théâtres des opérations avec des scènes horribles qu'ils ont vécues et ils reviennent dans leur famille avec effectivement ces troubles psychologiques qui sont là, ces états psychosomatiques, le sommeil qui est perturbé, les cauchemars qui s'installent, les insomnies, des gens qui maigrissent parce que justement, ils sont profondément marqués au fin fond d'eux-mêmes. Donc la santé mentale est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Ce n'est pas une question occidentale, c'est une question qui touche toute population. Et bien évidemment, voilà, chaque pays a sa politique de santé publique par rapport à la santé mentale. Mais il faut vraiment qu'on prenne conscience que l'état de stress est de plus en plus questionnant dans ce pays, que les gens sont de moins en moins à l'aise, de moins en moins bien dans leur peau. Et c'est ce qui explique ces morts répétées de façon assez brusque, assez tôt. Beaucoup de gens décèdent de façon beaucoup plus tôt, ça n'existait pas. Très jeune. Avant, on entendait quelqu'un est malade des années ou où il est très vieux. Et maintenant, on a des jeunes qui décèdent, voilà, qui quittent le bureau et qui décèdent en chemin ou bien qui décèdent sur le lieu de travail ou qui vont se coucher et qui ne se réveillent pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de mal-être au sein de la société et les gens doivent en parler. Il n'y a pas de tabou à cela, il n'y a pas de honte à cela. On doit essayer de se dire qu'on n'a pas forcément toutes les capacités de résilience, cette capacité de résistance par rapport à des états de stress. D'accord, merci beaucoup. L'impact de la crise sécuritaire, je ne sais pas, est-ce qu'à votre niveau, vous avez des curseurs pour pouvoir évaluer, déterminer et arriver à un moment peut-être tirer la sonnette d'alarme
pour que nos gouvernants ou les populations fassent un petit peu plus attention. Oui. À quel niveau a eu vraiment les effets de l'impact de cette crise aujourd'hui? Cette crise sécuritaire, surtout, il faut comprendre qu'elle est également synonyme d'une crise psychosociale. D'accord. Et quand nous parlons de crise psychosociale, quand vous partez surtout au centre du pays, beaucoup de gens ont abandonné leur champ par crainte d'être assassinés. Représailles. Représailles. Beaucoup de gens ont abandonné, même les plus souvent, d'aller se faire soigner. On a pris le cas d'un vieillard qui était souffrant, qui devrait aller se faire soigner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère mourir dans la dignité, dans ma chambre, que d'aller me faire exploser sur une mine en cours de chemin. C'est terrible. Alors, donc, c'est une crise qui a impacté non seulement la population du point de vue, même la sécurité alimentaire. C'est combien de villages arrivaient à se tenir du point de vue alimentaire et qui ont abandonné leurs champs. Donc déjà, il y a une diminution de la productivité agricole qui va menacer la sécurité alimentaire et qui est un déterminant également apprécié par les spécialistes dans ces domaines. Ensuite, et du point de vue psychotraumatique, il y a des représentants de santé mentale partout, dans les districts ici et dans les régions. On amène le plus souvent des patients en rapport avec les détresses psychologiques, surtout le docteur Aydra l'a souligné, le stress du post-traumatique. Beaucoup de patients arrivent avec ces stress, donc ils sont pris en charge par les spécialistes en santé mentale et qui sont notés aussi. Sans compter les cas également des organisations non gouvernementales qui sont là à soutenir l'État par rapport aux besoins de santé mentale de la population. Donc en réalité, c'est une réalité qui est là et qui est connue de tout le monde. Et les rapports sont là. Alors maintenant, de prendre la décision, que faire pour sauvegarder ou encore pour protéger la santé mentale? La grande question qu'on cette santé mentale, elle est garante également de la santé physique. Sans santé mentale, où allons-nous? C'est une menace même à l'existence humaine. D'où cette réflexion aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV pour pouvoir y répondre à cela. Il y a aussi un fait par rapport au contexte que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même l'inflation et tout, avec ce qui se passe. La cherté de vie. Il y a un taux de chômage qui est là. Les jeunes, ils sortent des écoles, il n'y a pas d'emploi, ils errent un petit peu. L'impact du contexte sécuritaire, parce que tout ça, c'est dans ces mêmes populations, ce même contexte. C'est vrai qu'on est à Bamako, il ne faudrait pas souvent comparer Bamako et les campagnes, mais pourtant, ce sont ces mêmes jeunes, surtout dans le centre et le nord du Mali, qui essayent de venir vers la capitale. Comment se traduit ça? Est-ce que c'est des gens qui viennent déjà avec des gros problèmes de santé mentale, qui viennent trouver des populations sur place, et comment ça se gère? Vous avez des curseurs d'observation pour ça? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes jeunes hommes et jeunes femmes qui ont quitté les campagnes pour pouvoir venir trouver un emploi sur Bamako. Et à leur grande surprise, ils sont déjà mal accueillis, voire ils ne sont même pas accueillis. Et donc ça, c'est contre l'entente d'une personne qui quitte une localité vers une autre. Avant, c'était beaucoup plus facile d'aller chez un tiers à Bamako ou dans des grandes villes. Mais les personnes qui sont censées vous accueillir ont eux-mêmes ou elles-mêmes des difficultés financières. Donc elles ne seront pas du tout accueillantes. Ça, c'est logique. Et donc du coup, ça peut amener en partie les jeunes à la prostitution, à la consommation d'alcool, à la consommation de drogue. Tout simplement parce qu'on ne peut plus répondre à leurs besoins. C'est le besoin d'aller trouver un travail. Et on se rend compte aussi qu'il y a parmi ces populations qui viennent de l'intérieur beaucoup des antécédents psychiatriques ou psychologiques. Donc quand ils se retrouvent dans des grandes villes comme ça, Bamako est immense, il y a énormément de monde et on ne peut pas facilement s'habituer, s'intégrer dans la capitale parce qu'on était dans une petite localité, une petite maison, et là du coup on se trouve dans une grande ville, tout est cher et même les salaires qu'ils attendaient ne répondent pas forcément à leurs besoins ou à leurs attentes. Et il y a vraiment urgence de se dire que le risque
principal qui existe, c'est que plus on va être confronté à des jeunes sans emploi, plus ce sont des jeunes qui seront tentés à faire autre chose. Même l'enrôlement de ces jeunes dans les mouvements armés ou dans le banditisme, ça peut venir de là. Parce qu'on va leur promettre tout ce qu'ils veulent. Venez chez nous, on va combattre l'État ou on va combattre tel ou tel parti et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Et les mouvements djihadistes ont commencé comme ça en Occident. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont fragiles, qui n'ont pas d'avenir ou qui ont des difficultés de trouver un emploi, voire même de continuer une formation professionnelle. Et quand ils sont en face de personnes qui ont des moyens illicites, et donc ils vont facilement être tentés. Et donc, du coup, ça va générer d'autres difficultés. Parce qu'en étant confronté à des jeunes qui sont enrôlés dans des mouvements djihadistes, ça va créer des problèmes beaucoup plus difficiles pour les familles, mais aussi pour l'État. D'accord. Et comment vous ressentez ça à votre niveau, au niveau de l'hôpital du Point G? Parce que je sais que vous exercez là-bas. C'est de jeunesse ou bien souvent des jeunes qui arrivent, qui ont été enrôlés. Comment vous arrivez à les accueillir? Comment ça se passe? En réalité, c'est un problème majeur qu'il faut signaler. Puisque déjà ici, à Bamako, combien de jeunes avons-nous qui sont en chômage? Ils sont déjà nombreux et qui n'arrivent pas surtout à s'intégrer socialement, le plus souvent. La jeunesse également qui est dominée surtout par la consommation des toxiques. Et de plus, les jeunes qui quittent les centres, il y a vous savez bien, il y a des camps de déplacés internes qui sont là, à Bamako ici. Et des jeunes ont quitté. Même s'ils travaillaient dans les endroits où ils travaillaient, à la suite donc de la crise sécuritaire, ils ont été obligés de quitter cet endroit pour venir ici. Et que vont-ils faire ici? Ils n'ont pas de travail. Ils viennent sans emploi. Justement, comment vous arrivez à mettre en place l'accueil de certains qui arrivent à venir vous voir à l'hôpital psychiatrique? Oui, le plus souvent, ceux qui viennent vers nous pour consultation psychiatrique en cas de problème, parce que généralement, beaucoup d'entre eux ont des antécédents psychiatriques, surtout avec leur vécu. Alors, du coup, du fait qu'ils se trouvent ici, avec encore ils se trouvent dans une situation précaire, c'est ce qui va favoriser surtout les déclenchements de leurs troubles. Donc, quand ça arrive, alors qu'ils n'ont pas souvent les moyens de se prendre en charge, après consultation, le service social est là. Souvent, c'est des gens qu'on confie au service social qui également fait des prestations pour eux. Il y a des organisations également qui souvent mettent les médicaments à la disponibilité de l'hôpital, des personnes de bonne intention également qui souvent achètent des produits. Alors quand ces cas arrivent, on signale qu'ils n'ont pas de produits ou bien qu'ils n'ont pas de sources de revenus pour des consultations. Donc l'hôpital met à leurs moyens pour favoriser leur prise en charge. D'accord. Jusque-là, il y a une bonne politique assise, une politique de santé, un système de santé qui est bien assise par rapport à ça. Oui. Docteur Aïdara? Oui, moi je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Vous savez, c'est jamais suffisant, même en Occident. Hein. Voilà, il y a très peu de spécialistes. Les médicaments sont extrêmement chers, même pour ceux qui ont les moyens. Parfois, on ne les trouve même pas. Donc, je pense que l'accompagnement psychosocial est quelque chose de très important. Essayez déjà d'écouter, de mettre en place des séances d'écoute pour pouvoir entendre ces gens qui ont vraiment beaucoup de mal à s'intégrer dans des localités qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc, écoutez les gens dans leurs doléances, dans leurs souffrances pour pouvoir mieux les accompagner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait au niveau du cabinet. Quelle que soit la pathologie que les gens ont, quel que soit le motif de consultation, on va essayer d'aller plus loin en amont pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a été difficile pour eux à un moment donné. Parce qu'on est dans une vie en permanence, en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de stabilité sur la durée. Il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on n'est pas bien. Et il faut vraiment que nos autorités, les responsables des structures sanitaires, essayent d'unifier, de répertorier tous ces professionnels de la santé mentale pour qu'on puisse ensemble accompagner ces populations qui sont en grand besoin d'accompagnement psychosocial. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et une autre chose qui est importante que je voulais souligner ici, c'est qu'il faut qu'on arrive à lever ce tabou, parce qu'on a toujours tendance à penser que ceux qui veulent aller voir les psychologues ou les psychiatres, ce sont des fous.
ils sont loin d'être fous. Les gens ne sont pas bien, tout simplement. Il faut qu'on enlève cette casquette qui a été tout le temps portée sur la tête du citoyen. Le psychologue, c'est un truc de blanc. Le psychiatre, c'est pour soigner les fous. Alors que dans nos consultations, plus de 2/3 de nos consultations ne sont pas des cas excessivement compliqués. Ce sont des gens qui ont besoin tout simplement d'un petit accompagnement, d'un soutien, de stratégies pour pouvoir faire face à des difficultés qu'ils rencontrent. Et là, la population doit arrêter de stigmatiser les populations ou les gens qui sont vraiment pas bien dans leur peau ou qui ont quelques soucis de santé mentale, qui sont loin d'être des problèmes psychiatriques, comme on a l'habitude de l'entendre. Dernièrement, ces quelques semaines, on a quand même pu observer surtout ce qui se passe dans la zone de Sahel. Avant le Mali est dans cette zone-là. Il y a évidemment beaucoup de violence. La violence des séparatistes, du terrorisme et tout ça. Et on sait très bien que ces populations sont très impactées mentalement, si on peut dire ainsi. Il y a un fait qui s'est passé il y a quelques semaines aussi, ça a été l'attaque du bateau Tombouctou. Ça a été un choc, même pour des populations qui se retrouvent plus au sud du Mali. Moi, je voudrais vous demander, quelles a été, selon vous, les conséquences? Vous pensez que comment ça pourra se manifester si vraiment un protocole, je ne sais pas si je le dis très bien, a été mis en place pour les victimes et aussi pour toutes ces populations et les familles? Quel serait le protocole aujourd'hui pour un accident pareil? Faut dire. Alors, vous savez que quand on subit une attaque quelconque, notamment de genre attaque terroriste, il faut très vite prendre les gens en charge, très vite. C'est dans les 48 heures. C'est dans les 48 heures qu'il faut écouter les gens, qu'il faut non seulement les voir sur le plan médical pour ceux qui sont les blessés, mais il y en a qui n'ont pas de blessures apparentes. Les blessures sont internes. Et d'ailleurs, j'ai eu à prendre en charge certaines victimes de cette attaque de bateau parce qu'elles ont été orientées par des organisations internationales vers mon cabinet. C'est des gens qui n'ont pas eu de grandes blessures apparentes physiques, mais plutôt un traumatisme profond qui était là parce que le déroulement de l'attaque était très très long. Les 15 ou 30 minutes d'une attaque, ça peut être quelque chose de très très long pour une victime. Ça peut sembler être une attaque de plusieurs heures parce qu'elle est violente. Il y a les rafales qu'on entend en permanence, les problèmes de surdité, la peur, est-ce que je vais mourir? Les gens vont essayer de s'échapper ou de se mettre à l'abri et ils vont avoir d'autres problèmes. D'ailleurs, dans mes consultations à certaines victimes qui se sont blessées en voulant aller chercher refuge. Et donc, l'État doit systématiquement, et ça c'est vraiment notre faiblesse en Afrique, pour ne pas dire aussi au Mali, l'État doit systématiquement déployer des équipes de psychologues et de psychiatres systématiquement après des attaques terroristes. On a vu dans les années antérieures, je n'étais pas encore là quand il y a eu des attaques ici, les psychologues qui ont été déployés de l'Occident pour pouvoir écouter des expatriés qui sont là. Et ça a un coût, c'est vrai, mais le prix pour moi n'a pas d'importance par rapport à ce que ça peut donner en termes de résultats de récupération psychologique pour les victimes. Donc, se dire qu'il y a un temps très limite pour pouvoir écouter les gens, les faire accompagner suivant un protocole d'écoute, le médecin, le psychologue, la famille, parce qu'on n'écoute pas que la victime, on écoute aussi la famille qui peut aussi s'inquiéter et qui doit aussi s'inquiéter, surtout quand elle perd une personne. Et parfois, on pense seulement aux blessés et on ne pense pas accorder beaucoup plus de temps d'écoute pour la famille, pour les communautés qui sont marquées par des événements traumatiques répétés. Parce que ça ne finit pas. C'était le petit bateau, puis après c'était le grand bateau. Donc vous voyez, et parfois c'est les mêmes familles qui ont été victimes dans ces événements-là. Il y a des familles qui ont perdu pratiquement tous leurs enfants, voire des familles qui ont été décimées dans ces événements-là. Et donc, moi j'appelle ici, j'interpelle les autorités, qu'on essaie d'accorder beaucoup plus de temps, beaucoup plus de fonds. Ça n'a pas de prix, la santé mentale, parce qu'il en va de l'avenir de la population. Les gens qui ne sont pas bien mentalement ne pourront jamais travailler, que ce soit au champ, que ce soit au bureau, que ce soit des commerçants. Il faut vraiment qu'on accompagne de façon très professionnelle et ne pas dire qu'on n'a pas besoin d'écoute. D'ailleurs, beaucoup viennent dire « moi, je n'ai pas besoin ». Même quand les structures
les ONG les envoient vers les psychologues, ils disent non, tout va bien. Parce qu'on a tendance à penser qu'on peut tout surmonter, alors que les séquelles peuvent survenir quelques jours après, voire quelques semaines après. C'est ça les états de stress post-traumatique. Ne jamais banaliser les conséquences d'une attaque armée, les conséquences d'un vol, d'une violence exaspérée sur une population ou sur une femme, une jeune fille ou bien sur un enfant. Il y a toujours des conséquences psychologiques derrière des événements. D'accord. Docteur Sangaré, vous avez quelque chose à... Oui, effectivement, docteur Haïdara a touché un aspect vraiment très important. Cette attaque du bateau, c'est vraiment un sujet très sensible. Psychologiquement, c'est un sujet très sensible. Imagine les gens qui s'y rendent. Il y avait des gens qui partaient dans leur famille, qui étaient en congé, en vacances, et les vacances tendent vers la fin, on pense regagner les postes. Certains pensent regagner leur famille. Donc on est dans une situation de bien-être qui s'est transformée tout de suite en une situation de mal-être intense. L'un des critères fondamentaux, surtout pour parler d'une crise psychotraumatique, c'est surtout le fait d'être exposé à une attaque de mort ou à une menace de mort. Et c'est le cas. C'est le fait d'être également exposé à la scène terrible qui s'est déroulée durant combien de temps. Mais en réalité, il faut reconnaître, le docteur l'a touché, c'est un aspect, c'est un défi important. Le plus souvent, on accorde peu d'importance à la santé mentale. S'il y a eu des blessures, des fractures, des traumatismes physiques, on les voit, on prend en charge immédiatement la victime. Mais le plus souvent, la séquelle psychologique, elle n'est pas perçue. Alors, face à cette situation, quel qu'il soit, il n'y a pas d'événement anodin. On a dit dès le début, tout dépend de la capacité d'adaptation de l'individu. Qui est fort psychologiquement, qui n'est pas fort psychologiquement, qui le sait? Personne ne le sait. Systématiquement, après un tel événement, toute victime, ou encore direct ou indirect, c'est-à-dire proche, directement touché ou indirectement touché, doit bénéficier des séances d'écoute. Et c'est ce qui n'est pas le plus souvent fait dans notre contexte. Il y a des gens qui vont faire leur trouble immédiatement. Dès que l'événement se passe, certains vont passer. On a effectivement eu ce cas-là, j'en profite pour sensibiliser, notamment avec cette attaque du bateau, où il y a une dame qui a perdu 3 de ses enfants subitement, et les 2-3 jours après, elle errait dans la nature. Donc jusque-là, je ne sais même pas si elle a été retrouvée. Effectivement, certains perdent carrément la voix. Certains, on va dire, entre guillemets, perdent carrément la raison. Donc par le fait de ne pas pouvoir supporter les coups émotionnels de l'événement. Alors il est important systématiquement de mobiliser une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, assistants sociaux pour faire une première prise en charge, surtout les premiers secours psychologiques. Il est indispensable. D'accord. Et après également, on va évaluer, voir les personnes à besoins spécifiques, parce qu'avec les termes vulnérables, on disait les personnes les plus vulnérables. Ça devient un terme péjoratif, on préfère les personnes à besoins spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les personnes qui en réalité sont surtout exposées à être négativement... Au premier front, c'est ça? Nous pouvons dire les cas des enfants. Les enfants sont plus fragiles vu leur système de défense. Les femmes également, précisément, on peut dire femmes enceintes, femmes allaitantes, même femmes de façon générale, émotionnellement, elles sont très sensibles. Les vieilles personnes, les personnes qui sont déjà malades, les malades chroniques, les malades hypertendus. Donc, ceux-ci sont également les plus exposés à subir donc, les conséquences néfastes. D'où l'importance d'engager le plus vite possible une évaluation psychologique à un premier niveau qui s'est traduit par un premier secours psychologique et ensuite, au besoin, faire d'autres prises en charge beaucoup plus spécifiques. Ce que le docteur a fait, par exemple. Donc, ça permet d'éviter beaucoup de choses à venir. Et il y a des gens aussi qui vont dire, le docteur l'a touché surtout, ça a beaucoup attiré mon attention, surtout le fait d'être fort. Je n'ai rien. Certains même vont faire semblant d'être parmi les sauveteurs. On a l'impression qu'ils n'étaient pas dans l'événement. C'est des sujets auxquels souvent il faut faire beaucoup attention, puisqu'ils peuvent être dans une phase de latence, des semaines après, voire des mois après, ils vont faire un trouble grave. Ils vont développer un trouble grave et les gens ne savent pas. Pourquoi? Et c'est lié à l'événement passé. Le psychisme est très complexe. Ce qu'on a vu émotionnellement peut rester refoulé et plus tard on va se manifester
Donc, en réalité, ça, c'est un défi. Il faut qu'on essaye de voir. Sinon, je crois, dans les plans ORSEC, organisation du secours, dès qu'il y a un événement comme ça, donc il y a un plan qui est activé, qui sera commandé par l'officier supérieur de la protection civile. Et dans l'équipe également, les groupes intervenants, il y a un groupe de santé qui vient. Et dans ces groupes-là, il est prévu également la santé, donc le volet santé mentale, qui doit s'occuper de cette partie. Mais en réalité, il peut y avoir des difficultés dans le fonctionnement du dit plan et souvent on oublie les victimes. D'accord. Vous avez quand même évoqué là les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles. Aujourd'hui, on est au courant de l'actualité, il ne faut pas se voiler. Il y a des zones au Mali où il y a des tirs d'obus, par exemple. Moi, j'aimerais vous demander, vu le contexte actuel, le contexte sécuritaire avec ce qui se passe, comment on peut préserver la santé mentale des populations, des communautés dans des zones où ça craint? Je pense que ce qui peut être fait par les autorités, c'est déjà, vous savez, il y a beaucoup de zones qui ont été minées. Et donc, en informant régulièrement la population, comme quoi il y a un travail de déminage qui est en train d'être fait, ça peut rassurer la population. En mettant de plus en plus de forces de sécurité dans les villes, on l'a vu dans certaines zones du nord, où les gens sont sentis beaucoup plus rassurés en voyant plus de forces de l'ordre, parce que nos forces armées sont en mouvement dans certaines zones qui étaient inaccessibles, et donc du coup, en voyant ces forces armées, les gens commencent à être rassurés. Et il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a un travail d'information très important à faire parce que les gens sont à peu près connus. Ces auteurs de violences, ces auteurs d'actes de répression de telle ou telle communauté, ils sont connus. Donc il faut vraiment que l'État essaye de travailler de façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus séquentielle avec la population pour qu'on arrive à rassurer. Dès que la population voit la présence des forces de l'ordre, la population est rassurée. Ce n'est pas comme à Bamako, c'est dans des zones qui sont très sensibles, c'est dans des zones d'insécurité depuis très très longtemps, et donc on a perdu certaines habitudes où on se méfie de ne pas être la prochaine victime. Et en travaillant avec les forces de l'armée, en envoyant vraiment un message je dirais de rassurer, pour rassurer la population, les gens vont se sentir beaucoup plus soutenus, beaucoup plus en sécurité. Et donc les médias ont beaucoup à faire. Et les médias ont beaucoup à faire pour pouvoir demander aux gens de contribuer aussi à la réussite du travail des forces armées. Parce que les militaires seuls ne peuvent pas faire ce travail. Dans les familles, il y a certaines familles où on sait qu'il y a des fils qui sont dans les mouvements armés, qui commettent des actes de violence, de torture et de racket. Il y a le racket aussi qui se fait. Ce n'est pas seulement les tirs d'obus, mais c'est des familles qui sont tout le temps sujets à des rackets. Et quand on prend le cas des obus, donc vous voyez, l'impact psychologique est encore beaucoup plus dramatique. C'est un bruit assourdissant qu'on entend, ces rafales qu'on entend pendant très très longtemps. Donc il y a aussi ce travail aussi pluridisciplinaire qu'on disait M. Sangari à faire, parce parce que les gens peuvent perdre vraiment aussi l'audition, parce que justement ils ont été victimes à plusieurs reprises d'attaques par obus, par des rafales, et ça, ce n'est pas du tout négligeable, et ça peut même impacter justement l'attention, la concentration, l'état d'esprit même d'une personne qui était tout à fait normale à un moment donné et qui se retrouve, moi je dirais du jour au lendemain, comme un zombie, parce qu'il a assisté à quelque chose de dramatique, de très très violent. Donc c'est vraiment un travail de fond à faire par les forces armées, par les autorités administratives, d'où l'importance de la présence de l'État dans beaucoup de localités pour qu'on puisse rassurer la population, que les gens peuvent aller tranquillement à leurs vacations, voire même ceux qui sont malades, qui peuvent aller aussi se faire soigner. Parce que parfois il y a des hôpitaux, mais on a peur d'y aller, comme disait M. Sangari. D'accord. Ajoutez à cela au sein de la population, parce que on demande à l'État, au gouvernement de faire beaucoup. Et quand le temps
le temps presse et que ça n'arrive pas, il faudrait que les populations elles-mêmes, elles arrivent à trouver des petites alternatives, des petites solutions. Docteur Sangaré, nos populations aujourd'hui, quelles peuvent être les pistes à leur donner pour préserver cette santé mentale? En réalité, c'est une situation un peu complexe, mais il est urgent quand même de toutes les façons d'apporter les solutions idoines. Imagine, les besoins fondamentaux des populations sont souvent ruinés. Les besoins de santé. Il y a un grand nombre des hôpitaux qui sont fermés. Vous voulez dire les services sociaux de base? Les services sociaux de base qui sont fermés. Imagine, même dans la Convention de Genève par rapport aux droits humanitaires, quelles que soient les situations conflictuelles, un hôpital ne fait pas objet d'attaque. Mais les gens sont obligés de sauvegarder leur vie. Les gens ne sont pas là, présents. Puisqu'ils ont également peur de perdre la vie. Alors, que faut-il faire dans cette situation? Et les écoles pour les droits des enfants sont fermées. Les enfants n'apprennent plus. Depuis combien de temps dans certaines zones, les écoles sont fermées. Donc, les enfants sont privés de leurs droits à l'éducation et la population aussi est privée dans leur droit à l'accès et à la santé, puisque les hôpitaux sont fermés. Alors, la population n'est-elle pas responsable par rapport au retour des situations à la normale? Surtout la proximité. Par rapport à la population, souvent c'est complexe. Qui allons-nous nous confier? Le plus souvent, comment je vais dire, ceux qui sont responsables de ces exactions, donc, peuvent même faire objet de complices avec la famille, avec certaines familles. Mais les gens sont obligés de se taire. Puisque si on les avoue, alors, on les dénonce, plutôt, même si les militaires partent qui ne sont pas permanents, ils vont revenir vers toi et c'est un problème personnel. Donc les gens sont obligés souvent de se taire. Cela est un problème fondamental. Il y a d'autres personnes aussi qui ont subi des conséquences négatives, dont les proches ont été tués, souvent à travers des attaques même des armées qui subissent des conséquences néfastes. Alors pour se venger, vont regagner ces groupes. Donc il faut une approche communautaire, en réalité. Une approche communautaire qui inclut et les chefs religieux, et les chefs coutumiers, et les chefs de jeunesse, tout confondu, qu'on s'assied et discuter, que faire pour avoir une solution, ensuite en complicité positive avec les forces de l'ordre. Cela pourrait être vraiment un atout pour pouvoir faire fonctionner les choses à bon chemin. D'accord. C'est quand même complexe. Hein? C'est vraiment politico-médical, tout cela. Mais le minimum de soutien psychosocial, comment pouvoir l'avoir? C'est vrai, les services sociaux de base dans certaines localités font défaut et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un kit? Est-ce qu'on peut appeler ça un kit de survie pour la santé mentale? Moi, je suis sûr et certain que si on arrive encore à sauvegarder le noyau familial, on va être très, très précieux pour ceux qui ont du mal sur le plan mental. Vous savez, les gens sont en souffrance et la famille a parfois peur d'approcher les siens parce que justement cette personne s'est repliée sur elle-même et on doit essayer de forcer un peu d'aller vers ces gens qui sont en souffrance quand même. Ne pas les abandonner de si vite, ne pas les stigmatiser de si vite. Les gens manquent vraiment d'écoute dans les familles de façon générale et dans ces zones où il y a beaucoup d'insécurité, c'est encore beaucoup plus difficile à prendre en charge. Donc vraiment, être soudé, être une famille très à l'écoute de l'autre. Par exemple, après l'attaque du bateau, ça doit renforcer beaucoup plus les liens familiaux. Ça doit faciliter les échanges entre les familles élargies. Ce n'est pas seulement les familles qui sont sur Gao ou sur Tombouctou qui doivent être soutenues, mais il y a des parents un peu partout. Tout le monde doit prendre l'initiative d'appeler de temps en temps, prendre des nouvelles, parfois même se proposer comme volontaire de pouvoir accueillir un membre de la famille qui a été victime directe ou indirecte chez soi. Parce que c'est ça qui manque, vraiment ce noyau qui était là, qui faisait la force de la société mentale, la société malienne, où tout le monde était vraiment, avec le peu qu'il y avait, il était à l'écoute de l'autre.
Donc vraiment, je lance un appel encore à la population, qu'on essaie d'être beaucoup plus vigilant sur son voisin, sur son frère, sur sa sœur, sur tous ceux qui sont en souffrance et de ne pas banaliser vraiment les questions de santé mentale. D'accord. Docteur Sangaré, Oui. je pense que, disons, Monsieur Sangaré, Docteur Aïdara a déjà avancé sur quelques recommandations. Oui. Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation? Parce que nous touchons presque vers la fin. Oui, ce que je vais ajouter surtout, c'est surtout les soutiens familial. Les soutiens familial et les soutiens social. Il a démontré que le soutien familial est une thérapie. Le soutien social est une thérapie. Plus une personne bénéficie d'un bon soutien social, plus il va recevoir un bien-être mental. Et plus le soutien social diminue, plus l'individu est exposé à faire un trouble de santé mentale. Alors nous partons vraiment vers une société qui devient un peu moins vigilant par rapport à son prochain. Donc c'est un aspect très important et souligné par Dr Aïdara. Alors il est important de revenir sur ce côté. D'accord. Faire attention à son prochain, l'écouter, surtout à ne pas le stigmatiser. C'est un terme important. Souvent c'est ce qui fait que la santé mentale souvent est un peu mystifiée. Quelqu'un qui veut se rendre chez un psy, même accompagné, pour se faire accompagner, on dit « Je ne veux pas chez un psy, parce que si je pars, on va me dire que je suis fou. Tu donnes souvent un rendez-vous au patient à l'hôpital, il dit « Je préfère aller à la clinique, même si ça coûte 50 000 francs la consultation, puisque si on me voit à la clinique, on me traitera de fou, entre guillemets. » Alors, il convient également d'informer la population générale par rapport aux problèmes de santé mentale, que les gens comprennent. Les problèmes de santé mentale sont des maladies comme les autres. Et aujourd'hui, le monde devient de plus en plus violent et la santé mentale devient aujourd'hui de plus en plus dominant. La semaine de retour récemment, c'était le 10 octobre, la journée mondiale de santé mentale. Et les chiffres sont très importants, surtout en matière de dépression. Donc la prévalence de certains troubles mentaux s'augmente progressivement, surtout la dépression. Et ces derniers temps, les taux de suicide également s'est beaucoup augmenté. Alors, que dire au tissu social? Il faut voir ces niveaux. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour qui a pour thème santé mentale des populations en période de crise sécuritaire. Nos invités sont Dr Ibrahim Aïdara, il est psychologue, promoteur du cabinet Psy2A. Dr Aïdara, merci beaucoup, à la prochaine. Merci bien, c'était un plaisir d'être avec vous ici. Merci, plaisir partagé. Deuxième invité est M. Bourama Sangaré, il est psychologue, assistant du chef du département psychologie à l'université de Kabbalah. Oui. Monsieur Sangaré, merci beaucoup. Merci, chère Fadima. C'était un plaisir d'être avec vous également. Partagez. Oui. Téléspectateurs de Mandé TV, en conclusion, tout ce que je pourrais dire et avoir comme conseil pour nos concitoyens et populations, surtout par ces temps si difficiles que traverse le Mali, c'est surtout de s'écouter et surtout les médias. J'interpelle les médias, mes confrères, de rentrer dans la danse et pouvoir sensibiliser, soutenir le moral des populations, préserver la santé mentale de nos citoyens. Alors, on se dit à la prochaine. Entre-temps, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook. Mandé TV, reflet du Mali.